Hey Étienne, Oui. j'ai croisé Pedro Pascal avec 2 moutons. Ouais? Savais-tu ce qu'il était en train de faire? Non. Il s'en allait les échanger à Edward Norton contre une roche pour construire sa première ville. Oh my god, Catan. Oui. Catan, le film. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. Alright. Initiative, Baptiste. Bon, initiative. 7. 5. Ah, C'est toi qui anime. j'ai l'initiative. Ben, bienvenue à bord de J'adore ça tout le monde. On est bien heureux, comme d'habitude, de vous avoir avec nous. C'est clair. Le sujet d'aujourd'hui, c'est des board games qu'on aimerait peut-être voir au cinéma ou en série à la télé. On s'est lancé ce petit défi-là avec Étienne. Mais d'abord, comme d'habitude, on rattrape le temps perdu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mon cher Étienne, depuis le dernier épisode? Écoute, à part réfléchir à ton idée d'amener des board games au cinéma, parce que je dois dire que c'est tout un sujet, c'est tout un défi, essayer de trouver des board games qu'on voudrait amener. C'est pas facile, je suis d'accord avec toi. Ouais, Je suis d'accord avec toi. J'en ai pas énormément, mais j'essaie de penser à des concepts un peu bizarres. On verra Moi, ce j'ai que des ça va trucs donner. et j'ai un quiz pour toi quand on sera rendu T'as là. un quiz? Ben non, je suis... Oh oui. J'ai tellement hâte. Yes, excellent. Si vous écoutez l'épisode en ce moment, attendez qu'on soit rendu là, vous allez voir ça. Ça Oui, vaut la c'est peine. ça. Mais en attendant, j'ai écouté une série télé que je pensais jamais qu'il allait se produire, c'est-à-dire une série d'Astérix. Astérix, le combat Ok. des chefs. D'habitude, Oui. Astérix, c'est des films. Oui. Ben non, d'habitude, Oui. Astérix, c'est des bandes dessinées. Mais Ouais. une série télé faite par Très Netflix. Netflix, Très bon. excellent nom de personnage de Astérix, Netflix. Mm. Puis, Oui, c'est vrai. pour vrai, hein, c'était excellent. Ah, c'est excellent. C'était Ah, c'est excellent. Tu l'as vu, hein? Ouais. Premièrement, t'as la réponse de pourquoi Obélix tombe dans la marmite quand il était petit. Ouais. Mais c'est vraiment une bonne série, puis ça a été fait encore une fois par Alain Chabat. Exactement. Alain Chabat qui a fait probablement une de mes comédies préférées de tous les temps, qui est Astérix, Mission Cléopâtre. Ben oui. Fait que là, ce que tu comprends en arrière de ça, c'est que si la franchise Astérix veut réussir, il faut que ça soit Alain Chabat le réalisateur. Exactement. C'est obligatoire. Pas le choix. Pour vrai, si vous aimez Astérix, que ce soit les vieux dessins animés, les bandes dessinées, peu importe quoi, vous allez adorer ça. Peu importe votre âge. Mes enfants trippent tellement qu'ils citent constamment la série. Constamment. Ils apprennent les dialogues par cœur. Ils se font les répliques. C'est super drôle, c'est super c'est bon. drôle. Moi, j'ai adoré ça. Ma blonde a adoré ça. Puis nos parents ont trippé. Toute la gang. Vraiment. Fait que Astérix. Puis, qu'est-ce qui se passe en France? Salut à nos auditeurs français d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe chez vous? En France? Je sais pas, il y a eu la Champions League il y a pas longtemps qu'il y a eu des émeutes. Non, c'est pas de ça que tu parles. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Mais non? vous avez fait l'animation de Arcane qui était... Oui. Mhm. Oui. Oh, oui. Et l'animation de Astérix, le combat des chefs. Ouais. C'est magique. Ouais. C'est beau. Puis vraiment. la série commence, puis il y a un showcase, un combat classique contre les Romains de début de film ou de début de BD. Je sais pas comment dire ça. C'est comme s'ils se sont dit, OK, on va en mettre plein la vue. Mm-hmm. Ça va être beau, ça va être joli, ça va être des clins d'œil à la bande dessinée. Il y a une passe dans le combat. Je spoil rien en passant là. Ce n'est pas un divulgachi. Il y a une passe à un moment donné où Astérix, il punch un Romain en uppercut en disant ils sont fous ces Romains. Et le fond, le décor, tout ce qui est en arrière devient bleu. Exactement comme dans la couverture interne de n'importe quel album d'Astérix. Quand tu ouvres la page couverture, ensuite tu as 2 pages bleues avec Astérix qui uppercut un Romain en disant ils sont fous ces Romains. Des clins d'œil comme ça. Là. C'est une lettre d'amour à Astérix, c'est une lettre d'amour au BD, c'est une lettre d'amour aux films qui ont été faits par le passé. Puis il y a des jokes actuels dedans aussi. Oui, il y a quand même des bonnes références. Là, j'en ai plus vite de même, mais c'est vraiment cool.
ça donne un bon vent de fraîcheur, je trouve, à Astérix, cette œuvre-là. Ouais, je suis bien d'accord. Mais numéro 1. Ouais, puis tu vois, tu sais, il y a quand même, peut-être ça s'est pas vu, je sais pas, dans la dernière décennie ou plus que ça, mais il y a quand même un bon savoir-faire d'animation en France. Là. C'est quand même genre des grosses écoles, une école qui s'appelle les Gobelins, qui sont vraiment connus pour comme si tu veux aller faire de l'animation. Puis je pense que c'est, tu sais, moi j'avais vraiment été impressionné justement par des trucs comme Arcane évidemment, mais il y avait aussi le jeu qui s'appelle Plague Tale, Innocence, puis Plague Tale Requiem, qui a été fait par un studio bordelais. Puis le jeu est magnifique. Ah oui, pour c'est vrai, beau? Ouais, c'est magnifique. Puis ils ont vraiment une attention aux détails très impressionnante. Puis ça m'amène à parler de... à moins que tu avais pas fini avec Astérix, mais... non, j'ai terminé. Je me fais une passe sur la palette pour parler d'un autre studio français. Je me rappelle plus leur nom, mais ils ont sorti un jeu qui fait beaucoup de bruit qui s'appelle Clair Obscur, Expédition 33. Oui. Est-ce que t'as joué? J'ai commencé. Oh, yes! Yes. Qu'est-ce que toi t'en aussi? penses? Non. Ouais. Non. Alors... Je vais expliquer pourquoi après, mais vas-y. Parce que t'as déjà un avis, mais t'as pas touché au jeu? Non, c'est plus... J'ai plus une crainte qu'autre chose. Parce que j'admire le jeu de loin, parce que c'est vraiment beau. J'ai entendu certaines pistes musicales sorties du jeu, et c'est bon. C'est super bon. Ah ouais, non, c'est bon. Mais le truc, c'est que il y a tellement des jeux comme ça que je veux aimer. Mais comme c'est du mais que t'es déçu si tour jamais, par tour RPG, choisis une attaque, pèse sur A, regarde le truc se dérouler et rince et répète. Ah, c'est ça que t'as peur. Ça, je comprends. Même si je veux vouloir, à un moment donné, je suis plus capable puis j'arrête. Ah ouais, hein? Ouais. Là, je sais que tu dois réagir puis que tu dois, tu sais, comme parry des coups puis faire réagir au bon moment pour faire des critical hits. Ce qu'on appelle des QTE, des Quick Time Events pendant le fight. Ouais. Fait que ça, c'est comme en instantané. Ça, je pense que ça pourrait aider. Ça aide. Puis, mais moi, je pense que ce qui pourrait peut-être t'aider, je sais pas si je vais réussir à te convaincre avec ça, mais il y a beaucoup de jeux au tour par tour. Mettons, le dernier jeu au tour par tour qui a gagné Game of the Year, puis beaucoup de choses, c'est Baldur's Gate 3. OK. Ouais. Qui est un excellent jeu au tour par tour. Quand tu rentres dans une phase de combat, puis là, c'est le même concept de toute façon. Là, tant que tu fais de l'exploration, t'es en exploration. Puis dès que tu rentres en combat, c'est chacun son tour. Mm-hmm. Mais ce que je trouve très cool de ce jeu-là, premièrement, c'est les effets pendant le combat. Je veux dire, visuellement, c'est vraiment beau. C'est c'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait. Puis deuxièmement, c'est que je trouve qu'il y a des belles synergies entre mettons, t'as différents personnages pendant ton combat que tu peux jouer, puis là, ils ont chacun des skills, puis ils ont des attaques, puis ils ont etc. Fait que là, en fonction de l'arme que tu leur mets, il y a un élément qui va avec cette arme-là. Puis là, peut y avoir des synergies qui se créent entre un personnage qui passe dans mettons, une posture d'attaque qui lui donne 200% de damage à condition qu'il y ait un ennemi qui soit en feu. Fait que là, tu peux utiliser un autre personnage pour mettre cet ennemi-là en feu, puis fait que tu crées des genres de synergie, puis ça vient avec le fait que tu as un skill tree, puis tu peux débloquer des choses avec le temps. Puis là, tu peux même changer avec les armes que tu récupères, puis le skill tree, tu peux changer aussi le playstyle de tes personnages un peu. Je pense, personnellement, à date, je suis pas tanné de faire des combats dans ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Moi, je te dirais, le jeu qui m'a fait ça, c'est XCOM. Ouais. Mais c'est pas pareil, XCOM. Non, c'est pas pareil, mais c'est plus tactique, mais ça reste du tour par tour. Puis c'était ultra répétitif, là. Tu sais, c'était toujours la même chose, là. C'était quand même, tu sais, je veux dire, ok, oui, tu voyais différentes sortes d'ennemis, mais à un moment donné, t'avais fait le tour, là, puis c'était toujours la même chose. Là, je me suis vraiment tanné de ce genre de jeu-là. Mais mettons, quand je regarde un autre genre de jeu tour par tour, Baldur's Gate 3, ça fait 2 fois que je le passe, tu sais. Fait que ça dépend peut-être du genre de jeu au tour par tour, mettons. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, j'ai hâte de l'essayer,
Ouais, c'est ça. Ben, peut-être... peut-être plus tard, usagé, je le trouverai quelque part. Mais c'est ça. Pour l'instant, je l'admire de loin et je le trouve magnifique. Il est très beau. Il est très beau. La musique est malade. Ouais. En plus, tu commences l'histoire, t'es dans un genre de Paris, mais c'est un Paris un peu... mettons, la tour Eiffel est comme shattered, là, elle est comme éclatée dans les airs, genre, puis elle tient en suspension, c'est un peu bizarre. Puis c'est un feeling un peu... comment je dirais... C'est comme du sci-fi, mais rétro. Ouais. Mais tu sais, ils ont des pouvoirs magiques, puis tout, fait que ça pourrait être aussi du fantasy, là, mais je veux dire, ça file, genre, tu sais, il y a des genres de robots où il y a des trucs mécaniques un peu, fait que tu sais, ça file aussi, genre, un petit peu sci-fi dans le feeling. Ah, le style est tellement cool. Si vous avez pas vu, là, c'est quoi? Si vous savez pas de quoi on parle. C'est magnifique. C'est clair, beau. obscur. Oui, les mots en français. Cherchez clair, obscur. Expédition 33. Puis dans les chansons, il y a, tu sais, ça, je trouve ça cool. Il y a des genres de chorales ou puis il y a des paroles, c'est du français, là, tu sais, qui est chanté comme à travers les... Starcraft avait fait aussi, je sais pas si tu t'étais rendu compte de ça. Non, ça me dit rien. Je crois que c'était la trame sonore là, je me trompe peut-être, là, mais dans une extension, dans une bande-annonce d'extension qu'ils ont sorti. Puis là, t'as une grosse chorale, là, préparez-vous, c'est la guerre. Puis c'est, tu sais, mais si tu portes pas attention, tu vas juste entendre chorale opéra, là. C'est ça. Mais ouais. Mais le français, ça sonne bien Ça sonne bien en opéra. Exactement. Non, mais des fois, il y a une fille qui part sur une note aiguë, puis d'un seul coup, t'entends le mot « canon ». Puis t'es comme « hein? OK, il y a le mot « canon » dans cet opéra-là. Gruyère. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est ça. Cool. Fait qu'il y a ça, puis je trouve le jeu aussi quand même, il y a une intrigue. Fait que là, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, puis comment ça se tricote tout ça. Moi, c'est surtout il y a des personnages qui sont hilarants. Pour vrai, là. Ah oui? Ouais. Ça a tellement l'air déprimant comme truc, mais OK. Ben, pas visuellement, je veux dire, mais j'ai vu la bande-annonce. Non, je comprends. C'est un petit peu gothique, là, quand même, comme effet de personnage. Mais non, il y en a qui sont vraiment uplifting puis qui sont vraiment drôles pour vrai. Bon, essayez. J'en ai rencontré plusieurs. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La seule grosse déception que j'ai actuellement envers ce jeu-là, je dois le dire, je suis vraiment déçu, c'est que ils ont fait du voice acting d'abord en anglais, puis c'est du doublage par-dessus en français, mais les lèvres ne bougent pas. Ben, c'est du doublage. Fait que tu vois des fois que ça fit pas. Puis là, je suis comme, oui, mais vous êtes un studio français, pourquoi vous avez pas fait d'abord la version française? Je comprends pas. Cool. J'avoue que ça aurait mais été tu sais, bon, après ça, tu peux te dire, ben, peut-être que leur publisher, il veut que ça se répande bien à l'international, fait que peut-être que c'est mieux de le faire en anglais en partant, je sais pas. Peut-être. C'est drôle parce que je reviens sur notre premier point, c'est-à-dire Astérix. J'avais déjà remarqué par le passé. Tu sais, disons, tu regardes Astérix chez les Bretons, tu peux lire sur les lèvres. C'est en français. Ouais. Puis même, c'est très expressif sur les lèvres de Général Motus, tu peux très bien savoir ce qu'il dit, même s'il n'y a pas de son. Puis, à un moment donné, ils ont sorti, je pense, Astérix chez les Indiens ou un truc comme ça. Puis, soudainement, c'était plus le cas. Puis, je me rappelle, j'étais jeune quand c'est sorti, puis j'étais très déçu. Ben oui. Oui. Mais ouais, c'est clair que tant qu'à faire le jeu en France, pourquoi pas? C'est ça. Ouais. Puis là, tu sais, je me suis fait la réflexion, je me suis dit maintenant, je voudrais toujours avoir l'option de voir, mettons, quelque chose dans la version originale, mais si c'est un réalisateur de film espagnol qui fait son film en espagnol, puis c'est ça la première langue, ben j'ai le goût de le regarder en espagnol, sous-titré français ou anglais, mettons, mais tu sais... C'est ça, là, fait que, je suis rendu là un peu, je suis comme un peu fru, genre, quand c'est pas la langue à laquelle je m'attendais. Ben, surtout c'est notre langue, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Donc, la petite fierté française. Exactement. Voilà. Fait que potentiel de Game of the Year aussi. Oui, je pense. Il y en a beaucoup qui en parlent, Ouais. Mais bon, c'est ça. D'ailleurs, parlant de jeux, là, vous regardez le calendrier, vous vous dites, on est fin juin, on est début juillet. Étienne, toi qui aimes Nintendo, là, la Switch, parle-nous de la petite Switch 2, là, allez, du coup. On enregistre le 4 juin. Ouais. En ce moment, ma Switch 2 est dans un camion. Et sur le point d'arriver.
Donc, je peux pas vous en parler. Donc, la Étienne, il vous l'a pas dit, mais il s'apprête à faire un braquage de camion ce soir. Juste pour avoir sa Switch 2 maintenant. C'est sûr que quelqu'un d'autre a eu l'idée avant moi, donc ça arrivera pas. Non, mais mon point, c'est, hey, abonnez-vous, parce que le prochain épisode, je vous parle en bon québécois de Mario Char. On parlait de Mario Char. Ah, c'est bon ça, Mario Char. Ben oui. Exactement. Mais en attendant, j'ai terminé Cyberpunk. Ah, nice. Puis? Oui. Écoute, j'ai fini par aimer l'histoire. Puis, ouais. Ok, au début, t'étais pas sûr de l'histoire? Au début, je trouvais que c'était trop bavard, puis pas assez bagarre. Oui, c'est vrai. J'ai fini par accepter le narratif puis l'histoire et compagnie quand j'ai arrêté de suivre aveuglément les quêtes principales. Parce que le jeu, tout ce qu'il fait, c'est qu'il te ramène dans la quête principale. Il fait faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. Puis moi, un peu niais, je faisais OK, puis j'y allais. Puis à un moment donné, c'est lourd. Parce que j'ai pas pu m'imprégner de l'univers. De profiter de la ville au complet avant de te dire « Hey, je vais aller vivre cette histoire-là », mais... Exactement. Ouais, je comprends. Puis me faire ma propre identité, puis me faire ma propre idée du monde dans lequel je suis. Puis, alors, j'ai arrêté de suivre les quêtes principales. Ça m'a pris trop de temps avant de me dire ça. Puis j'ai fait ce que je voulais. Puis une fois de temps en temps, je voyais tu t'es mis à faire un peu de GTA, là? Je me suis fait à faire un peu de GTA, puis à un moment donné, je me suis mis à juste comme j'ai vu qu'il y avait une side quest proche ou quelque chose proche sur la carte, je vais aller faire ça tant qu'à être ici. Puis là, je découvrais des trucs intéressants, puis là, c'était mes découvertes, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Surtout, j'ai fini par tout faire. Ben, je pense faire toutes les side quests, parce qu'une fois de temps en temps, il y a une qui apparaît, puis je pensais que j'avais tout fini. J'ai fini tous les Cyber Psycho, les gens les boss un peu partout. Oh, oui. Puis j'ai fait la fin à suite à tout ça. Puis c'est quand même cool qu'il y ait plusieurs fins possibles. Je l'ai comme su par la bande. J'ai fait la fin où en fait, j'ai pas regardé c'était quoi toutes les fins. Je sais juste qu'il y en a plusieurs possibles. J'ai fait ma fin, puis je me suis dit, c'est ça ma fin. J'ai fini dans l'espace, dans une mission suicide. Ah, ben oui, cette fin-là, je la connais. Puis j'ai pas voulu impliquer Panam dans ma mission finale de peur qu'elle meure. Puis finalement, j'ai impliqué l'ancienne copine de Keanu Reeves. Puis spoiler, ouais, elle y est passée. Donc, mais c'était vraiment cool. Il y a plein de trucs un peu weird, comme une side story avec une machine distributrice. C'est juste cool. Il y a un fusil qui parle. Il y a le fusil qui parle. Il y a j'avais récupéré la Porsche 911 de Johnny Silverhand qui est quand même vraiment belle. Oui. C'est le fun à conduire. Exactement. C'est une des voitures qui va bien, je trouve, parce que toutes les autres, tu tournes un tout petit peu puis ça part dans tout dérape. C'est Cyberpunk Tokyo Drift. Là. C'est ça. Ouais, voilà. Mais moi j'avais eu la fin où tu fais l'espèce de grosse je sais pas, attaque finale avec Panam justement. Tu joues à sa faction. Ouais, mais je suis pas allé dans l'espace par exemple. Ah, ok. Non, c'est pas vrai. Attends. J'ai fait cette fin-là en décidant que c'était ma fin. Puis d'ailleurs, j'ai choisi la romance avec Panam. OK, ouais. Fait qu'on finit... mon personnage a fini avec Panam à la fin. OK. Puis après ça, j'ai fait les autres fins. OK. Je me suis permis d'aller voir. Il y en a une seule, je pense, que j'ai pas faite. Puis ça, c'est... ouais, je sais pas si je spoil. En même temps, il est sorti il y a longtemps, je peux pas spoiler, là. Ouais, tu peux. Sinon, je peux sortir Étienne du futur. Ouais, Étienne du futur. OK, regarde. Étienne du futur, dis-nous à quel moment avancer si tu veux pas te faire spoiler par Baptiste. C'est ça. Vous pouvez avancer d'1 minute 50 ou aller directement à 21 minutes 3 secondes. Vas-y, Baptiste. Il y a une fin, je crois, où tu es sur... En fait, il y a deux fins que j'ai pas fait, excuse-moi. Il y a une fin, à un moment donné, t'es sur un toit, juste avant la fin, puis tu discutes avec Johnny Silverhand, je pense, ou je sais pas trop quoi, il faut que tu fasses un choix de ce que tu vas faire. Oui, ça, j'ai eu ça. Tu peux rester là et ne pas faire de choix. OK. Tu peux juste attendre, puis tu fais
tu fais pas de choix, puis ça t'amène à une autre fin. Je sais plus c'est quoi la fin, mais je sais qu'il y en a une autre. Ouais. Wow. Ouais. Et puis c'est drôle, ça me fait penser, il y a un autre jeu, je sais plus du tout c'est quoi non plus, si jamais quelqu'un nous écoute puis s'en rappelle, il pourra nous le dire, mais il y avait un jeu que la première mission, le début, t'es dans un bureau, puis là ils te disent Stanley Parable. OK, non. OK, suivez-moi, genre, pis non, je te jure que non. C'était genre un général ou je sais pas trop quoi, là, qui te dit suivez-moi ou je ne sais trop quoi. Puis là, tu fais pas ce qu'il veut, genre, soit tu restes là ou tu fais juste enfuir à quelque part. Le jeu est fini. J'aime ça qu'il y ait des devs qui se disent hey, on va offrir une porte de sortie vraiment trop tôt dans notre jeu. Fait que ouais, non, il y avait cette fin là, puis il y en avait une autre, je crois, où t'es en mode parce qu'à la fin, si je me trompe pas, t'as comme des alliés qui t'aident à monter dans la tour de Adam Smasher, non? Comment il s'appelle donc? Oui, ben l'espèce de gros... Ouais, c'est ça, exact. Gros mec. Ouais. C'est ça. Puis je pense que lui, tu peux le faire quasiment en mode Suicide Mission aussi, peut-être juste avec Johnny Silverhand ou je sais plus trop quoi, puis ça t'amène à une autre fin, je crois. OK. Mais c'est les deux seules fins que j'ai pas fait, mais sinon je les ai toutes faites parce que j'étais trop curieux. OK. C'est ça. J'ai genre savé juste avant une porte d'ascenseur que je sais que c'était comme l'endroit où là tu te fais dire par le jeu si tu vas plus loin que là c'est fini. Exact. On peut-tu en parler de ça là? Juste prendre un petit détour là. Je sais que ça fait 20 minutes qu'on parle là, mais c'est correct. Tu sais le jeu, il y avait plein de bugs, ils ont réglé les bugs. Ouais. Mais moi, il m'a planté d'en face plusieurs fois hein, dont une fois que ça faisait comme 20 minutes que j'étais passé le point de non-retour. Mm-hmm. Puis là, je me dis, OK, on continue, la fin est proche, le jeu plante. Puis là, soudainement, je me dis, est-ce que je viens de perdre 20 minutes de blabla puis de gameplay, puis je vais devoir recommencer? Okay. Mais non. Il y a des checkpoints quand même. Donc, quand j'ai rebooté le jeu, j'étais au bon endroit, mais j'ai eu peur, puis je veux dire, la dernière fois qu'un jeu me plantait d'en face de même, je me rappelle pas c'est lequel et quand. Mm-hmm. Ça arrive. Ça arrive rarement quand même. C'est ça. Ouais, donc, une petite déception là-dessus, mais c'est un excellent jeu. Vraiment. Quoi d'autre de ton côté? Premièrement, j'ai fini la saison 2 de Last of Us. Toujours une excellente série. Ouais. Excellente série. J'aimerais qu'on reparle rapido parce que je sais que tu as fait la même chose que moi, mais une fois que j'ai fini la saison 2 de Andor, j'ai regardé à nouveau Rogue One. OK, on a fait ça rajoute tellement de profondeur à ce film-là, c'est impressionnant. Et ça, je veux qu'on revienne là-dessus. OK, parce que OK, même chose. On a regardé Andor, ma blonde a dit on n'a pas le choix. Là, on regarde obligatoire. Rogue One maintenant. Donc, on a regardé Rogue One, puis il y a quand même un style d'écriture différent. T'es d'accord avec moi? Oui, bon, c'est sûr. C'est beaucoup Mais en même temps, déjà, juste le fait qu'il y en ait un qui soit un film puis l'autre une série, déjà, c'est normal que ça soit pas exactement écrit de la même façon. Et c'est là où je veux aller. OK. Tu sais, quand on était... Disons, retourne dans les années 90. Là. À part X-Files, il n'y a pas grand-chose... Tu sais, peut-être quelques rares séries d'HBO, mais il n'y a pas grand-chose qui... La télé était juste plus cheap en termes de storytelling. Ouais. Tu manquais 1 ou 2 épisodes des Simpsons, de Friends, de peu importe la série que tu regardais, même X-Files, c'était pas trop grave. Puis, le big thing, le gros truc, le summum, c'était le cinéma, c'était les films, c'était que ce soit comme un film popcorn ou un film sérieux, tu sais, Jurassic Park ou Schindler's List, c'est pas grave. C'est ça le sommet. C'est ça ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est l'inverse. Je m'excuse, mais maintenant, c'est l'inverse. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être à cause du streaming. Ça doit être parce que maintenant, personne va manquer un épisode. Tout le monde peut regarder la série au complet, y revenir quand il veut. C'est pas one and done. C'est pas, regarde, ça va être sur les ondes et ça reviendra pas. Et maintenant, le meilleur storytelling, c'est les séries. Puis juste le prendre le temps de réaliser ça, c'est étrange. C'est comme arrivé progressivement. Puis là, il y a eu des Mad Men. Puis il y a eu Sopranos. Puis il y a eu Game of Thrones. Puis il y a eu... Puis là, on se retrouve dans un monde où les séries, c'est top-notch. Des fois, ça a l'air un peu plus cheap. Ouais. Mais le storytelling est meilleur.
C'est fou, pareil. C'est impressionnant, ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose dans le... Ben, je pense qu'il y a encore des excellents films qui se font. Là. C'est pas ça la question. Oui. Mais je trouve que ce que Andor a fait, c'est vraiment comme... je veux dire, après ça, quand j'ai regardé Rogue One, j'étais comme, OK, c'est... Ouais. C'est le fun parce que Andor est venu attacher tellement de fils que j'avais jamais vu avant, là. Exact. Dans tous les sens, là. Tu sais, c'est pas juste Cassian Andor, là. C'est beaucoup de personnages. Mon Mothma, Saw Gerrera, tu sais, il y en a plein, là, qui passent, là. C'est vraiment... Puis même si tu le vois pas, de savoir toute l'histoire avec Luthen... Oui. C'est personnage brillant, important. Là. Hey, c'est tellement important, là. Ce qui m'a fait dire, quand on a regardé Rogue One, c'est pauvre Jyn Erso. Elle, son histoire... Ouais, c'est ça. Et là, Lucasfilm... Ouais, c'est ça. Lucasfilm va te dire, ben non, c'est simple, t'as juste à lire Rebel Rising. C'est quoi? Je l'ai lu, Rebel Rising. Je l'ai lu, l'histoire de Jyn Erso. Je sais c'est quoi son backstory, mais c'est pas aussi bon que Andor. C'est pas aussi satisfaisant que Andor. Ouais. C'est un peu, on va faire quelque chose, là. On va y écrire une histoire, tu vas voir. Ça va être cool. Mais, je me demande s'ils auraient pas... Mettons que finalement, au lieu d'avoir juste 2 saisons, s'ils en avaient eu plus, est-ce qu'ils auraient pris plus de temps pour amener les Erso dans... C'est comme faire atterrir l'histoire vers Rogue One. Oh my God, ça aurait été tellement cool. Ben oui, mais... Puis moi, cool. Tu sais, c'était... quelle série dont j'avais parlé? Arcane. Fait que là, j'ai vécu quand même les 2 deuils parce que je trouvais que ces 2 séries-là, mettons, Andor puis Arcane, j'aurais pris juste une saison de plus. Juste une, pour vrai. J'aurais pas pris 10 saisons, là. Pas 10, mais juste une de plus, mettons. Je trouve ça dommage parce que la saison 2 de Andor est vraiment bonne, mais ça paraît qu'ils sont en mode, il faut closer des portes. Tu sais, il faut comme fermer des arcs, il faut comme aller au point, genre à la fin, puis se rendre à Rogue One, tu sais. Je suis comme, parce que le dernier, là, c'est comme, OK, ouais, on enferme des arcs, là. Let's go, là, le choix. Mais je trouve que c'est bien réussi. Tu sais qu'il y a eu une controverse, d'ailleurs. Oui. Il y a eu une controverse. Une controverse à même le deep fanbase de Star Wars. Parce que Mon Mothma a fait un speech devant le Sénat. Et Mon Mothma avait déjà fait ce speech-là devant le Sénat dans la série Rebels. Et on a vu le speech dans un hologramme, sur le HoloNet, peu importe, de Mon Mothma qui fait le speech pour rallier, dans le fond, toutes les... à inviter tous les gens à se rebeller. Mais le truc, c'est qu'ils ont refait ce speech-là, mais dans d'autres mots. Mais quand même, d'autres mots. Bref, en résumé, c'est vraiment mieux écrit dans Rogue One. Et c'est plus logique. T'es dans un régime autoritaire, tu vas pas te mettre à le critiquer ouvertement comme si de rien n'était. Puis le speech de Rebels, c'était un peu ça. Mais là, Andor, si tu vois que c'est comme, OK, je vais y aller comme ça, oh, je fais valoir mon point, je dégage. Je décampe. Puis il y avait tout ce sentiment-là là-dedans. Bref, la controverse, c'était que le speech a changé. Ils ont essayé eux-mêmes de réparer ce changement-là qu'ils savaient qu'ils faisaient en disant qu'elle va vouloir contrôler la narrative et réenregistrer le speech sous d'autres mots. Fine, sauf que techniquement, le problème avec ça, c'est qu'il y a quelque chose de pas logique qui fait que l'Empire diffuse ce deuxième message-là qui est encore plus contrôlé, comme si l'Empire approuvait le message ou s'est dit je vais l'utiliser pour de la propagande inversée. Bref, il y a eu une certaine controverse là-dessus. Moi, j'ai adoré ça. Je m'en fous que vous brisiez le canon pour des détails comme ça. Je m'en fous. Et je suis un fan fini. Donc, allez-y. Brisez le canon. Chacune des 2 saisons a eu son moment de
discours. Il y a eu Marva dans la première saison. Oui. Il y a eu Mon Mothma dans la deuxième. Oui. Puis en passant, c'est la même track sonore dans les deux cas. Ils ont utilisé la même track. Ah oui, moi j'ai remarqué, ça m'a comme marqué. En fait, le discours de Marva, j'ai dû le regarder une dizaine de fois parce que je le trouve trop bon. Il est tellement... Non mais tu sais, c'est genre, son discours, c'est le début de la rébellion, man. Ouais. C'est excellent pour vrai ce qu'elle raconte, Marva, là. Fait que puis la vraie Baptiste sort dans la rue puis tire des briques partout. Elle est toute chier, esti, l'Empire nous aura pas. C'est ça. Fait que, ouais, saison 2 de Endor. Puis je disais, ça rajoute de la profondeur à plein de personnages, justement, dans Rogue One. Mais je trouve que le personnage qui gagne le plus, puis que tu vois peut-être pas si longtemps que ça dans Rogue One, c'est Mon Mothma. Ouais. Elle a tellement plus de profondeur à cette heure quand je la vois dans Rogue One, c'est impressionnant, là. Puis déjà, on partait de loin, parce qu'avant l'ère Disney, la seule représentation de Mon Mothma, c'était dans l'épisode 6 ils ont pris une actrice comme qui était là, puis on fait « Hey, lis ça », puis elle s'est rendue compte que, tu sais, la raison pour laquelle elle est tellement solennelle, puis tellement... Elle a l'air d'avoir peur pendant qu'elle dit que les Botans sont morts pour amener les plans de la deuxième Death Star. Ben, c'est parce qu'elle est effrayée pour vrai, puis elle se rend compte que elle sait pas si elle acte dans la bonne direction. Est-ce que c'est supposé être sérieux? Est-ce que c'est supposé être loufoque? Elle est entourée de plein d'hommes poissons. Puis là, il faut qu'elle fasse un speech un peu. Puis là, elle a aucune idée de quoi. Vous irez voir des entrevues là-dessus, c'est super drôle. Ah ouais, hein? Ah, c'est bon ça. Ouais. J'aime ça. Je peux mentionner juste un truc parce que je trouve que ça fit avec la thématique générale du podcast. Okay. Love, Death and Robots, sorti une saison. Ah oui, je l'ai vu. Love, Death and Robots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série Netflix, c'est quelques petits épisodes entre 3 minutes et 20 minutes peut-être de science-fiction et animé, généralement animé. Ouais. En animation. Puis en passant, la qualité des animations est toujours impressionnante. C'est fulgurant, là. J'en reviens jamais. Bref, ils ont sorti une 4e saison. Ouais. Et la 4e saison est loin d'être la meilleure. Mais... c'est pas la meilleure, en effet. Je suis d'accord. Mais j'en parle quand même parce que juste la série au complet est excellente. La série est malade. C'est drôle parce que il y a des épisodes qui sont vraiment drôles. Il y a des épisodes qui sont vraiment dark. Oui. Moi j'ai quelques. Ben il y a le fameux, voyons comment il s'appelait, le carré bleu là. Le carré bleu. Oui. Saison laquelle? Je pense que c'est la première saison. Ok. Ça se peut, je me rappelle plus. C'est pas Zima. En tout cas, c'est un gars qui est un robot, qui est peintre, qui fait comme le plus grand rectangle bleu ever, puis il revient dans sa piscine à la fin parce que c'était juste un robot nettoyeur de piscine. Ça te dit rien, ça? Ah, je me rappelle plus. mais vois, ça fait tellement longtemps. Ça, c'était vraiment bon. Ouais. Mais il y en a plein des comme ça. Puis là, il y a l'attaque dans je sais plus si c'est la première saison ou laquelle, mais il y a l'attaque des mini zombies là, au début. Puis là, dans la 4e saison, ils ont fait les mini aliens. Ouais. C'est drôle là, c'est tellement drôle. Mais tu vois, c'est ça que j'aime, c'est que toi, il y a des épisodes qui t'ont marqué. Puis moi, c'est d'autres épisodes qui m'ont marqué, tu sais. Ouais. Puis là, cette saison-ci, je pense que l'épisode que j'ai préféré, c'est la fille qui est dans sa station spatiale puis qui a en sa possession un genre de cristal. Elle veut pas l'échanger. Ouais. Il y a des gens qui, pour essayer de la convaincre, lui prêtent un animal de compagnie. Ouais. C'est super bon, cet épisode-là. Vraiment. C'est super bon. Puis il y a des trucs vraiment bizarres. Je pense le dernier épisode, c'est un vidéoclip de Red Hot Chili Peppers. Ils ont pris un audio original de eux en concert et ils ont animé le concert en faux style de marionnette. En fait, si vous avez déjà vu des vieilles pubs de Brisk dans le temps, le thé glacé Brisk, le Iced Tea, c'est visuellement, ça ressemble énormément. Ça a l'air d'une grosse pub de Brisk. C'est encore là, c'est pas le meilleur épisode, mais c'est intéressant. Ouais. Il y a des trucs cool comme ça, de même. Ouais, tout à fait. Moi, il y a un épisode encore, un dernier là, auquel je pense, c'est
des genres de communistes russes qui s'en vont combattre dans la toundra, genre des bêtes qui sortent de terre, qui ont été invoquées par les nazis ou je sais pas trop quoi. Puis là, à la fin, c'est beau, là, il est tellement beau, c'est genre ils sont en train de se battre, ils sont en train de perdre contre toutes les bêtes qui sortent. Puis là, il y a finalement les bombardiers russes qui arrivent pour comme péter tout ça. Puis il y a juste la petite guitare russe qui joue en arrière, un petit air. Puis ce moment-là, là, c'est bon. En tout cas, je trouve ça magnifique. C'est vraiment plein beau. de créativité. C'est génial. Allez regarder ça. Sujet principal, mon cher Étienne. Yes. Alors, on disait donc des board games qu'on aurait adaptés au cinéma ou à la télévision. Oui. Est-ce que je peux te ramener dans le passé? Vas-y, ramène-nous dans le passé. Est-ce que je peux te ramener à notre épisode où on a inventé un jeu de société? On a inventé un jeu de société. Qui était un mélange entre Root et Résistance. Oui. Qu'on a failli appeler Root Resistance, mais finalement, on a décidé tu as décidé d'appeler Le Caviar, c'est pas pour les vaches. Oui, parce que pourquoi pas? Bref, Baptiste, on va pas plonger là-dedans, mais en arrière-scène, tu nous écriras un scénario oui, c'est ça. sur Le Caviar, c'est pas pour les vaches, The Movie. The Movie. Ah, c'est bon. C'est bon ça. Avant qu'on tombe dans le sujet, j'ai un quiz à te proposer. Oui, vas-y. Ah, c'est dès le début le quiz. Oui, allons-y dès le début, ça va être plus fun de même. Le quiz, c'est des questions vraies ou faux. Alors, il va falloir que tu me répondes si ce que je viens de te dire est vrai ou faux. D'accord? OK. On commence. Première question. Le film Werewolves Within est basé sur le jeu de déduction Loup-garou. Sorti en 2021, réalisé par Josh Rubin et mettant en vedette Sam Richardson et Milana Weintraub. Je dirais faux. C'est vrai. Il y a un film basé sur le jeu Loup-garou. Ah ouais? C'est cool, hein? C'est fait par une équipe de monde qui a, tu sais, il y a des gens de college humor là-dedans, il y a des gens de, tu sais, la fille que j'ai nommée Milana, elle, c'est un personnage très secondaire dans la série Silicon Valley. Tu sais, c'est des gens qui ont eu des petits jobs d'acteurs puis ils se sont dit comme, t'as peur, on fait un film. Puis je sais pas si c'est bon, je l'ai pas vu, mais ça existe. Donc si vous êtes curieux, c'est un film de 2021. Allez voir ça. Cool. Deuxième question, Baptiste. À date, celle-là, tu l'as pas eu, je vais le noter. Non. Je vais noter non. -1 point. Exact. Deuxième question. Ryan Reynolds avait pour objectif de refaire le film Clue, parce qu'il y a déjà eu un film Clue. OK, ouais. Mais la production a été retardée et le projet a été abandonné quand Sony en a acquis les droits. Là, t'es trop spécifique pour que ce soit faux, là. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ryan Reynolds voulait faire le film Clue. C'est malade. Hein? Je sais pas si ça aurait été bon. Peut-être pas. Il a fait, en tout cas, il fait quand même des trucs un peu variés, Ryan Reynolds, des fois. Hein. Ouais, il touche à tout. Ou il participe à des trucs un peu variés. Souvent, ici, il touche à quelque chose, ça se transforme en or, donc... c'est ça. Ouais. Troisième question. Ouais. Un projet pour faire une série télé basée sur le jeu de société Destin. The Game of Life. Oui. A été proposé à David Chase, qui a fait entre autres Soprano. Une copie du jeu lui a été envoyée. Il a refusé le projet car, et je cite, « La seule chose d'amusante dans ce jeu, c'est de faire tourner la roulette. » C'est vrai? C'est faux. Ah, mais... ça vient de mon cerveau, je m'excuse. C'est drôle ça. Comme ça que t'as fait des quotes, ça rend ça vrai. OK, prochaine question. Ouais. Au moins 7 films ont été basés sur le jeu Ouija. Tu sais, le jeu où tu mets tes mains sur une pastille puis ça bouge tout seul. Puis ça, j'aurais tendance à dire dès maintenant que c'est vrai. OK, d'accord. Donc, j'ai pas fini la question. Okay, dont les films Ouija Witch, la sorcière Ouija, Ouija Shark, le requin Ouija et Ouija Shark 2.
Ça, c'est trop gros, mais c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai. C'est débile. Je te jure, il y a eu c'est Ouija débile. Shark. Le film est coté... Il manque Ouija nazi. Ça existe sûrement. Le film Ouija Shark a été coté 1.9 étoiles sur 10 sur IMDb. Et ça, c'est très, très bas. Le tagline de Ouija Shark, c'est un clin d'œil à Jaws. C'est « We're gonna need a bigger board » au lieu de « boat ». Ah! C'est quand même cool. Ben. Donc, respect pour juste ça. Mais oui, Ouija Shark. Donc, t'es 2 en 4. 2 sur 4. Prochaine question. Un film basé sur le jeu Monopoly est sorti en salle en 1979, mettant en vedette Burt Ward, le gars qui jouait Robin dans la série Batman des années 60. OK. Le film a été un flop et a été rapidement mis aux oubliettes par le studio Universal. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Pourquoi ce serait faux? C'est faux, là, mais pourquoi? J'essaye d'analyser ton non-verbal. Ah, mais toi, attends peu, là. Attends, Baptiste, toi, t'as un indice supplémentaire que les autres ont pas. Oui. C'est pas Je juste. vois Étienne. Je vais essayer de rester de marbre. Alors, prochaine question. Battleship. Le film est sorti en 2012, mettant en vedette Rihanna et Liam Neeson. Le film raconte l'histoire d'une flotte navale qui doit combattre des vaisseaux extraterrestres. Je pense que c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais le pire, c'est que ça me dit de quoi? Attends, est-ce que j'ai déjà vu ça? Je suis pas sûr. C'est sûr que t'as vu juste la bande-annonce puis t'as fait « Ah, que je vais jamais aller voir ça. » Mais on dirait que Rihanna dans un film Battleship, ça me dit quelque chose. OK. Intéressant. Ouais, OK. Ouais. Dernière question. En 2015, le producteur Gail Katz, entre autres producteur de Air Force One, Bicentennial Man et The Perfect Storm, a acquis les droits d'adaptation film ou télévision pour le jeu Catan. Il détient encore les droits à ce jour et n'a produit aucun film depuis ce temps. Pas aucun film de Catan, aucun film depuis ce temps-là. C'est vrai. C'est vrai. Fait que c'est très excitant aussi. Ouais, mais ça fait 11 ans que... Ça fait 10 ans qu'il a les droits. Et ça fait 10 ans ça fait 10 ans qu'il a les droits. En fait, c'est ça. Il y a le dernier truc qu'il a produit, c'est en 2014. En 2015, il a acheté les droits de Catan et il s'est rien passé depuis ce temps-là. Eh là là! Donc, il est peut-être encore en train de jouer. Il s'amuse trop. Il échange des moutons contre Pedro Pascal. C'est ça. Mais bravo, Baptiste, je pense que t'en as juste manqué 2. Nice! T'as compris mon nom-verbal après 4-5 questions. Mais ton premier faux, là, c'est la quote qui m'a eu, Étienne. Bien vu. Ouais. Je me suis dit, ça se peut pas qu'il quote, genre, c'est sûr que la quote, elle est authentique. Mais c'est ça, je me suis dit, faut que je rende ça réaliste. Alors, je fais des fausses quotes. J'aime ça. Cool! T'as fait ça comment? Parce que moi, dans le fond, juste t'expliquer rapido, j'ai genre identifié, mettons, genre j'ai 4 jeux, puis j'ai pensé à 4 concepts, genre de films ou séries, là, je sais comme plus si j'avais précisé, je pense. Ouais, il y en a certains que c'est peut-être plus séries, puis d'autres plus films, mettons. Mais j'ai pensé à... Ouais, OK, ouais. Je vais essayer de quoi. OK, ben, c'est drôle, mais vu qu'on en a déjà parlé, ben, je vais parler de Catan. OK. Mettons que je rachète les droits. De toute façon, honnêtement, là, ça fait 10 ans qu'il fait rien. Je pense que le gars est peut-être mort dans son salon puis on le sait pas. Ouais, c'est ça. Tu vas cogner chez eux puis ça va sentir bizarre, tu défonces la porte, il tient encore la feuille de « c'est moi qui ai les droits », tu pars avec la feuille puis c'est toi qui les as. Ah, c'est bon. C'est le crime parfait. C'est pas de hijacker un camion de Switch 2, là. C'est d'aller voler les droits de Catan. C'est ça. Parce que les droits, c'est juste qui a la feuille dans les mains. En gros, c'est une carte de développement de Catan. C'est juste ça. Ah, c'est bon. Et j'ai pensé à Catan, mais là, j'ai pensé à une adaptation, genre... mettons qu'on sort du... Parce que c'est quand même un petit peu
fantastique, là, mais je sais pas. Bon, évidemment, le monde est fantastique parce que t'es sur une genre d'île en règle générale, puis là, c'est pas vraiment là, un monde qu'on connaît, c'est pas rattaché à un continent particulier, je ne sais quoi. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'après ça, de là à dire c'est du fantastique avec de la magie puis des choses comme ça, non, pas vraiment. Ça raconte plus une histoire d'expansion puis de contrôle surtout. Catan. Dans le doute, Baptiste, hein, tu fais comme Alexandre Astier et Kaamelott, tu changes comment tu écris Catan. Donc tu mets K-A-A T tréma 2-3 R muet. Puis là, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux après. C'est ça. Mais peut-être pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est rare de pas connaître Catan, mais bon, mettons, peut-être un petit rappel. C'est ça. Le but, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui s'affrontent sur un même plateau, puis il faut se développer. Ce que ça veut dire se développer, c'est construire des villages, construire des villes, placer des routes pour être capable d'avancer puis aller construire d'autres villages et d'autres villes. Puis là où vous construisez des villages et des routes, c'est toujours à des intersections entre plusieurs tuiles. Sur ces tuiles-là, il y a des ressources. Les ressources qui sont le mouton, le blé, la roche, l'argile et le bois. Toutes ces ressources-là vous permettent de faire différents éléments, comme c'est ça, comme je disais, construire des choses ou bien acheter des cartes qu'on appelle des cartes de développement qui peuvent vous donner des points de victoire ou des choses comme ça. Puis si je me rappelle, le but c'est d'être le premier à arriver à 10 points de victoire. Ça peut se faire en ayant des villes, en ayant aussi la route la plus longue, puis là t'as une carte qui te donne plus de points, puis etc. Bref, fait que je rentrerai pas trop dans le détail, mais c'est ça le concept de base de Catan. Mais ce qu'il faut savoir dans Catan, ce que je trouve très caractéristique de ce jeu-là, c'est la négociation entre les joueurs pour les fameuses ressources. Oui. Moi là, ça m'a toujours habité, surtout que quand je joue en général, c'est avec une gang d'amis, puis j'en ai un là-dedans, Sébastien, qui est très négociateur. Moi, je refuse toujours catégoriquement de négocier avec lui. On ne négocie jamais avec les terroristes, Baptiste. C'est ça. Jamais négocier avec Seb. C'est quand même drôle. À chaque fois qu'il me propose quelque chose, je dis non, ça m'intéresse pas. Fait que c'est ça. Puis là, je me suis intéressé à surtout cet aspect-là, dans le fond. Et je me suis imaginé, on imagine une table, style table de poker, mais mettons, ça pourrait être un plateau qui ressemble à Catan, avec des jeux de cartes qui sont cachés tout autour de cette table-là. Un peu style mafioso, tu sais, genre... puis là, je parle d'un setup de film, hein, suivez-moi. Fait qu'il y aurait de la fumée avec une pale dans les airs qui tourne, puis là, les vieilles lampes, puis juste quelques faces. Puis les faces, tu les vois pas au début, elles sont dans l'ombre, puis au fur et à mesure qu'elles s'avancent, tu les vois. Puis là, je me suis dit, on pourrait caster, mettons, du monde genre de... Ocean's 11, j'ai pensé à eux autres parce que je me suis dit, il me semble, ils fit eux autres autour d'une genre de table de poker, mettons, tu sais. Ouais. Surtout qu'ils sont vraiment à un moment donné autour d'une table de poker. Exactement. Fait que George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, peut-être pourquoi pas le méchant aussi, Andy Garcia, tu sais, qui pourrait avoir sa place à cet endroit-là. Mais là, rendu là dans un setup mafioso, je peux te rajouter des Al Pacino puis des tous ces gens-là. Fait que là, d'imaginer tous ces gens-là autour d'une table avec des cigares puis des whisky, puis là se négocier. Je vais te prendre une roche contre 2 moutons. Je ne suis pas d'accord car tu as refusé le blé. OK, en tout cas, tu rentres vraiment pas dans l'univers de Catan, c'est juste regarder 2 gars jouer à Catan. Non, mais ça pourrait être plus élaboré que ça. Là, j'ai pensé à ça, puis après ça, je me suis dit, OK, non, mais mettons qu'on en fait un film parce qu'on peut pas rester 1h30 autour d'une table. Non. Ça pourrait être une histoire de mafia puis de contrôle de ressources, genre. Oh, oui. Puis, oui. Je prends à la réalisation, genre, ou au scénario, Tony Gilroy. OK, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, je me suis dit, hey man, je ferais un genre de scénario de... Catandor. Et ouais, c'est ça, mais genre, tu sais, espionnage, trahison, opération coup de poing, je sais pas pourquoi, mais je viens de sortir de Endor, je me dis, OK, Tony Gilroy à nouveau, là-dessus. Ouais, je le mets là-dessus. Ouais, c'est ça. Vite. Ah, c'est bon. C'est ça mon premier board game que j'aurais adapté. C'est bon. Écoute, moi, je vais aller vers Root. Oui, c'est drôle ça. Tu m'as fait découvrir avec nos astronautes.
Ah, c'est drôle. Je me suis dit, je vais pas le prendre parce que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode. Ben, toi, t'en as déjà parlé, moi, je vais le prendre. C'est parfait. Merci. C'est parfait que tu le prennes. OK. Root, c'est un jeu stratégique. Ouais. Qui est un affrontement dans un monde fictif entre plusieurs factions. C'est drôle, Root, parce que quand tu regardes les visuels de ça, c'est cute. C'est des dessins, c'est des animaux. Mais en réalité, quand tu regardes la prémisse, puis quand tu regardes qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quand même c'est violent. Là. C'est violent. En gros, c'est Game of Thrones version vraiment animaux animés. C'est le fun à dire d'ailleurs, animaux animés. Je pense que je vais le dire quelques fois. Puis, ce que je trouve cool, c'est surtout les factions. Il y a beaucoup de factions. Puis il y a beaucoup de... Comme dans Game of Thrones, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup... Puis bref, ça, c'est quand même assez vaste comme univers. Tu sais, justement, mettons, je parle des factions. Là. La Marquise de Chats, un empire industriel envahisseur. C'est des chats. Mais... Ouais, c'est ça. Imaginez l'Empire version chat. Bon, cool. La dynastie de la Canopée, c'est une ancienne aristocratie déchue. L'Alliance de la forêt, c'est des souris. C'est un mouvement populaire clandestin, un peu genre un peu communiste, un peu exactement. Il y a le vagabond, c'est juste un raton laveur tout seul. On en parle dans un épisode passé, comme quoi il est complètement drogué, mais ça pourrait être drôle dans une série télé. Vraiment. Puis il y a même des expansions. Puis j'ai fouillé sur les expansions. J'ai jamais joué avec les expansions. Mais le culte des lézards. Le culte des lézards, une secte fanatique qui prêche la renaissance par le feu et la foi dans l'ordre naturel. Tu sais, Compagnie de la Rivière, des marchands nomades, des trucs comme ça. Il y a plein de personnages qu'on peut amener là-dedans. C'est un lore. Pour vrai, le lore de ce jeu-là est impressionnant. C'est une méchante bonne base pour... Je sais pas si tu comptais en faire une série, mettons. Oui, absolument. Pas un film. Non. Mais comme je t'ai dit, les films... c'est rendu la version cheap du storytelling maintenant. Non. All-In, c'est une série. Je vais aller all-in là-dedans. Donc, c'est ma seule recommandation. L'épisode est fini. Bye. Non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, je me rappelle que quand tu m'avais parlé de ce jeu-là dans un épisode du podcast, je me disais, mais c'est donc bien plus deep que ce à quoi j'aurais pu penser. Puis même en creusant, c'est encore plus deep que je pensais. Mais oui, puis là, j'ai même des expansions que j'ai encore jamais jouées avec des nouvelles factions, puis je me dis, mais OK, puis c'est parce que ça rajoute à chaque fois une... Tu sais, ils ont tous un concept, puis on peut le rappeler aussi, Root, c'est un jeu asymétrique. Fait que chacun a ses règles pour faire des points de victoire. Puis ça, je pense que ça représente bien, genre, justement, à quel point le lore est impressionnant parce que ils ont pas eu le choix de penser à chacune des factions, c'est quoi leur spécialité, comment ils fonctionnent, comment, tu sais, c'est vraiment... puis un peu mettre de l'histoire derrière ça, puis un raisonnement aussi. Vraiment. Puis, tu sais, pour vrai, je peux juste faire des parallèles. Arya Stark, c'est le raton laveur, dans le fond. Ben oui. Ah, c'est bon. Non, mais pour vrai. Puis, tu sais, après, tu crées des personnages intéressants, puis tu les exécutes. Ah, j'aime puis ça. Non, mais... Les Lannister, c'est la marquise de chat, clairement. Ah, absolument. Ou, tu sais, les Dothraki, ça pourrait être un autre... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de façons de s'imaginer chaque faction, puis leur motivation, leur historique. Tu sais, ce que je trouve le plus intéressant, je ne me rappelle plus qui le jouait, je pense que c'était toi. Mais la dynastie de la Canopée, c'est des oiseaux, dans le fond, mais que eux, plus un gouvernement tient en place longtemps, plus il devient fort jusqu'à ce qu'il tombe. Et quand il tombe, il faut qu'il se fasse remplacer par un autre leader ou un autre gouvernement. Mais c'est drôle parce que la façon de fonctionner de cette faction-là de la dynastie de la Canopée, chose qui au début me causait beaucoup de problèmes parce que je ne comprenais pas comment bien les jouer, mais en réalité, ils te montrent que à force de mettre des décrets en place, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu finis par avoir de la lourdeur administrative. Tu n'as plus le choix d'appliquer tous les décrets que tu as mis en place. Puis là, des décrets, ça peut vouloir dire bouger, attaquer, construire, etc. Puis là, t'as plus le choix à chaque tour, il faut que tu en fasses toujours plus. Imagine le potentiel de raconter une histoire avec ça. Juste débile. La dynastie de la Canopée. Ça pourrait être un genre de House of Cards vraiment intéressant. Tu sais, vraiment. Mais là, t'ajoutes les chats, t'ajoutes les souris qui, eux, créent une révolution. Mais tu sais, ils s'arrangent pour que personne ne se fasse pas. Tu sais, c'est fou, là. Il y a tellement de bons stocks. Puis tu sais, genre le
Ouais, c'est ça, le vagabond qui peut explorer des ruines, puis qui peut genre se joindre à un combat, mais décider de quel côté il est, puis tu sais, c'est toutes ces choses-là, là, il y a plein de belles dynamiques pour vraiment comme avoir une super belle série là-dessus. Ouais, pour vrai, moi je suis pas auteur. Alors, je me risquerais même pas à essayer de faire un jet de possibilités d'histoire. Mais je trouve que le terrain est tellement fertile. Ah, c'est définitivement. Ouais. Tony Gilroy peut écrire ça. OK. Fait que finalement, le réalisateur pour tout ce qu'on propose, c'est Tony Gilroy. Il y a des trucs que je vais proposer qu'il ne voudra pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que t'en avais un autre? Ouais, j'en ai quelques autres. Je vais y aller avec Sight. Ben, on a un astronaute qui l'a mentionné. Oui, je sais. C'est pour ça. JP sur Discord. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre Discord, on vous pose des questions à l'avance, puis après les épisodes aussi. Ouais. J'adore ça, podcast.com. Yes. Ça fera Moi, je pense que Sight, bon, si je rappelle un petit peu, là, c'est un jeu steampunk, si je me trompe pas. Je sais plus comment l'appeler, mais en gros, c'est... Mettons comme si c'était du sci-fi, mais on est dans les années 20 ou 30, mettons. Ça. Fait que tu sais, t'as des genres de mech warriors, là, ou des gros robots, mettons, mais qui ont de l'air de fonctionner au charbon, tu sais, ou des affaires de même. Tu sais, c'est très... c'est dans cet esprit-là, surtout. Fait que... Puis après ça, t'as des factions qui s'affrontent. Puis je pense que c'est de 1 à 5 joueurs. Fait que t'as une faction qui est plus ce style, justement, allemand / nazi, mettons, qui sont très dans le mode attaque. T'as une faction qui ressemble peut-être plus aux communistes. Eux autres, c'est faire beaucoup de population. Ils sont très bons là-dedans, mettons. Puis là, t'en as quelques autres. T'as les Slaves ou Nordiques, là, mettons. Eux, je pense qu'ils se déplacent bien dans différents terrains difficiles ou des affaires de même. Bref, fait que t'as plein de types de factions qui existent. Puis, fait que mettons, bon, communiste, nazi, slave, capitaliste aussi, peut-être, je sais plus. Il y en a peut-être un qui est un peu plus de ce genre-là. Je me dis que ça pourrait faire une belle série, mettons, avec chacune de ces factions-là. Puis là, je me dis, je sais qui je veux là-dessus en réalisation, parce que je sais pas pourquoi j'avais un visuel en tête pour ce jeu-là, en me disant si ça devait être adapté, je verrais ce genre de visuel-là. Je savais pas quel mot mettre dessus. Ouais. Puis je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'il y a un film qui me fait penser à ce genre de visuel-là, ou un film ou une série? Puis je me suis rappelé de les films Sherlock Holmes. Oh. De Guy Ritchie. Oui. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Le français en toi qui ressort. Guy Ritchie, pas des... Guy Ritchie. Non, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie. Et Georges Clooney. Ben, je trouve que il a pas dû faire les visuels tout seul, évidemment, on s'entend. Tu sais, il devait être entouré d'une méchante grosse équipe, mais les visuels dans les Sherlock Holmes, il y a quelque chose de très, justement. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est steampunk, c'est très... Il y a des trains, puis là, même quand il y a un... même juste le visuel, je sais pas si tu te souviens de ça, à un moment donné, il y a genre un canon qui tire, puis tu vois l'obus qui traverse genre au ralenti une forêt, mettons, puis ces visuels-là, moi, je veux ça dans ma série Sight, là. C'est comme... je prendrais tout le temps ça. Puis on dirait que les gens avec leurs habits de l'époque, je suis comme, ça fit, me semble, avec Sight, c'est un peu le même genre d'année, en tout cas, je sais pas. Fait que j'ai pensé à Sherlock Holmes, je me suis dit ça, puis je me suis dit, ok. Fait que là, on a 5 factions. On fait une saison par faction. Puis on fait à la fin une saison finale, parce que l'un des trucs que tu peux faire dans le jeu, c'est aller essayer de te rendre le plus vite possible à une tuile au centre de la carte qui est une genre de vieille usine dans laquelle tu peux aller tu peux aller prendre un bonus permanent vraiment intéressant si tu tires en premier, puis plus t'arrives tard versus les autres, moins les bonus sont intéressants parce que tu prends ce qui reste finalement. Fait que je me disais une saison par faction pour expliquer la dynamique des factions, puis comment ils fonctionnent, puis etc., puis c'est quoi leur... Bref, puis une autre saison après ça où
tu vois toutes les factions qui essayent de se rendre, mettons, à cette fabrique-là, puis de pogner du matériel, mettons, pour être sûr de pouvoir dominer le monde ensuite. Bref, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, ah ouais, je ferais ce setup-là comme ça, je pense. Ça pourrait être intéressant. Je serais curieux de lire ça. Moi, j'aurais crainte que on manque les échanges entre les factions, on manque les dynamiques au fur et à mesure, puis que toutes ces dynamiques-là arrivent juste à la fin. Mais en même temps, il peut y avoir des conflits internes intéressants. Ouais, ben il y a ça, il y a les conflits internes, puis en même temps, je me dis, j'empêcherais peut-être pas d'avoir des interactions avec d'autres factions pendant une saison qui est plus focus sur une faction, mais je resterais focus sur cette faction-là pareil, tu sais. Je pense que t'as des façons de montrer des interactions avec d'autres, mais sans mettre le spotlight sur les autres, tu sais, le garder sur cette faction-là, mettons. J'avoue que... Et je pense que... Puis il y aurait des bons crossovers à faire entre les saisons après ça, tu sais, ça serait vraiment cool. Au final, ça pourrait tous se passer en même temps. Puis tu pourrais avoir un truc vraiment mystérieux qui arrive à un moment donné, tu sais, un émissaire de je sais pas quoi, puis là, tu essaies de comprendre c'est pourquoi eux, ils ont fait ça, puis qu'est-ce qui se passe, puis quand tu finis par l'apprendre la saison d'après, ça peut être intéressant. Regarde, je te challenge pour te challenger, là, mais sinon, au lieu de faire ça par saison, tu fais ça par épisode. Une saison, c'est pas pire un aussi. épisode, c'est vrai. Puis là, t'as 6 épisodes par saison. Mais je dois dire que j'aime l'idée je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, ça vient de me frapper, là. L'idée de, à chaque fois, soit tu recommences la saison ou l'épisode, mais tu recommences la même timeline, c'est juste d'un point de vue différent à chaque fois. Exact. Ça serait cool. Ça serait vraiment nice. C'est ce qui manque dans beaucoup de séries. Entre autres, j'avais déjà mentionné For All Mankind sur Apple TV+, que c'est une histoire alternative, puis c'est les communistes qui se rendent sur la Lune en premier. Mais ce que je trouvais dommage, c'est qu'on voyait pratiquement jamais le point de vue de la Russie, c'était que les États-Unis. Mais oui. C'est parce que moi, je veux que vous développiez les méchants aussi. Tu sais, Andor, on en a parlé, là. Moi, je trouve que les deux personnages les plus intéressants, à part Luthen, mais c'était Dedra et comment il s'appelait l'autre? C'est vrai. Cyril. Les deux dans l'Empire, je trouve que c'était les personnages qui avaient... Puis ils ont un super bon spotlight dans la saison 2, mais je m'étendrai pas là-dessus. Non, mais mais tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Ils shine sans bon sens. Développer les méchants aussi, c'est important parce que tout à fait. Exactement. Si les autres, il y a toujours nous versus les autres, si les autres t'apprends pas à connaître leur motivation, la seule excuse que tu peux te dire en tant que spectateur, c'est « Ah, mais ils sont méchants ». Mais non, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est trop facile. C'est rendu trop facile. Exactement. C'est rendu trop facile de se dire qu'il y a des méchants, puis c'est tout. Je les fais avec des moustaches qui twirlent, puis qui font juste... puis c'est ça, les méchants. Mais tu sais, ça donne pas grand-chose, ça. Non, c'est vrai. C'est une bonne... c'est un bon concept, ton truc. À date, là... C'est ça, j'ai pensé à ça pour ça. OK, je vais aller vers un jeu probablement que pas grand monde connaisse, Battle Lore. Il y a eu 2 éditions de Battle Lore. Il y a eu une première édition qui a été créée, publiée par la compagnie Days of Wonder, qui font des jeux de société. Puis à un moment donné, ils se sont départis de la licence et ils l'ont pas vendu au dude, au gars qui a fait Bicentennial Man, Gail Katz, qu'on a parlé tout à l'heure. Mais ils l'ont vendu à Fantasy Flight Games, qui font également des jeux de société. Puis Fantasy Flight Games ont continué à publier Battle Lore, mais en même temps, ont travaillé sur leur version. Puis ils l'ont sorti. Bon, maintenant que j'ai clairé ça, c'est 2 jeux qui ont un lore différent. Et je trouve que la première édition était plus intéressante parce que quand tu as un livret de scénario, en gros, c'est une grosse map avec des cases en hexagone. Tu as 2 armées. Tu déplaces les armées avec des cartes de commande. C'est un peu comme Mémoire 44 si tu as déjà joué à ça. Tu as des cartes pour commander tes armées. Tu as 3 zones. Tu décides, OK, la zone de gauche déplace 3 trucs, blablabla. Puis c'est juste un genre de combat d'armée sur une map quand même assez grande. OK. Super le fun. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les livrets de scénario viennent avec une partie historique.
Donc, la première bataille, c'est genre c'est la bien, bataille ça. d'Agincourt, ou je sais pas, une place en France, peu importe, Camembert. Puis, Oui. donc là, c'est comme, les Anglais de Henri VII sont arrivés, puis là, les Français se sont défendus comme ça en 1066, bon, peu importe. Puis là, ils donnent un setup comme ça, un scénario. Ça, c'est bien, c'est cool, tu te dis, OK, je revis l'histoire, puis je rejoue l'histoire. Là, après, la map d'après, le scénario suivant, c'est OK, là, c'est une bataille suivante, les Anglais ont fait ci, ils ont fait ça. Puis là, t'arrives à un point où les Anglais ont été aidés par des gobelins à dos de lézard. Ben non. Là, c'est comme qu'est-ce qui se passe? Mais il y a des Écossais, scratch that, des nains écossais qui sont venus aider les Français. Puis là, t'as des nains qui sont à dos de vaches écossaises. Tu sais, des vaches avec les gros poils là, qui sont vraiment cool, ces vaches-là. Bon. C'est donc, bien nice. Puis là, maintenant, t'as des pouvoirs magiques qui rentrent là-dedans. Là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois qu'on a un truc fantastique, okay, à la Lord of the Rings, c'est toujours dans un lieu imaginaire, dans des événements imaginaires. Moi, je veux qu'on réécrive l'histoire et que ce soit... Tu sais, je veux Jeanne d'Arc, mais qui fait de la magie, tu sais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux qu'il y en ait des gobelins, mais que ce soit vraiment comme la bataille de whatever, en France ou en Angleterre, ou peu importe. Mais je mets un élément fantastique là-dedans. Et là, raconte une histoire. Jeanne d'Arc, ce serait un bon warrior mage, justement. Jeanne d'Arc qui fait de la magie, pour vrai, là. Je veux voir ça. Je veux voir ça. Tu présentes ça. Puis imagine la bande-annonce de cette série-là. Tu présentes ça sous forme historique. OK, il s'est passé tel truc. Puis à un moment donné, tu vois Jeanne d'Arc sur son cheval. Puis tu te dis, un autre film sur... Puis là, elle sort son épée. Puis son épée se met à briller. Puis elle tire des boules de feu. Puis là, il y a des gobelins qui se pointent. Puis là, tu sais, ça pourrait être vraiment cool. Puis là, tous les jeunes feraient comme, hey, j'ai hâte d'étudier l'histoire. Ils seraient tous déçus après. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est bon. Mais je pense qu'il y a un potentiel que à chaque fois, les gens passent à côté. C'est comme, non, mais tant qu'à aller dans le fantastique, on va aller dans le fantastique. Ben oui. Mais, c'est une bonne idée, ça. Mais non. Mets-en des nains écossais sur des vaches c'est ça. de Highland. Peu importe. Je veux voir ça. Je veux voir ça. C'est le fun, je sais pas pourquoi, de rajouter, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de rajouter quelque chose de mystique à l'histoire qu'on connaît tous. Je veux dire, on pensera ce qu'on voudra du Da Vinci Code, mais c'est quand même, moi, cette intrigue-là, au début, elle m'intéressait. Ouais. J'étais comme, y a-tu vraiment quelque chose sous la pyramide du Louvre? Tu sais, je veux dire, non, mais... Oui. Puis là, mais là, je sais que c'est pas exactement ça que tu proposes, mais ce que je veux dire, c'est, je trouve ça cool de rajouter une portion de... Et si Jeanne d'Arc, elle avait eu des pouvoirs magiques, maintenant? Oui. Mais je veux pas qu'on tombe dans le religieux, par contre. Tu sais, ce que souvent Indiana Jones a fait... puis Indiana Jones, c'est excellent, là. Et évidemment que souvent le mysticisme se lie à la religion puis à tout ce qui s'est passé. Exact. Puis en même temps, il y a beaucoup d'écrits historiques qui sont passés par des religieux. Fait que tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est peut-être un petit peu normal aussi. Mais je veux pas nécessairement tomber dans la religion. En fait, je trouve qu'on va trop souvent vers ça. C'est ça l'excuse. C'est le Saint Graal. C'est l'Arche de l'Alliance. C'est ça. OK, fine. C'est le Code de Vinci. OK, cool. C'est les enfants de Jésus. Ouais, non, mais mettons, laissons de côté le religieux. Je veux voir des gobelins. Je veux voir des gobelins qui se battent à dos d'autruche puis à dos de lézard. Pour vrai. C'est bon. Oui. Mais mêlé à l'histoire. Puis vraiment des vraies batailles que tu peux dire, tu sais, je resterais dans le médiéval, j'irais pas comme à l'époque Napoléon, trop moderne. Dès que t'as des guns, OK. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Imagine la bataille épique dans Gladiator au début, mais tu remplaces des soldats par des bêtes puis des monstres ou des, je sais pas, les orques, genre, ou tu sais, des trucs en face, là, que ça se peut pas, genre. Ça serait malade. Mais assure-toi que ça reste des mercenaires. T'sais, assure-toi que ça devienne pas le principal. Tout à fait. C'est des humains contre des humains. Ouais. Les personnages sont humains. Les intrigues, c'est comme, OK, le roi de ci, nanana. Mais, à un moment donné, regarde, on va aller chercher de l'aide où on peut.
Puis c'est un peu comme, disons, justement, Lord of the Rings qui arrive avec des gros éléphants. On s'entend que Lord of the Rings, il y a de la magie et compagnie, mais ça reste des soldats humains qui ont des orques. Mais à un moment donné, t'as un peuple qui vient d'ailleurs, que nous, on va se battre pour l'armée de Sauron, puis c'est des gros éléphants. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans, hey, c'est l'histoire européenne, mais pas que. Puis ajoutons une twist fantastique là-dedans, ça pourrait être cool. Ouais. Vraiment. Quoi d'autre? J'ai pensé à de quoi avec le jeu Spirit Island. Spirit Island, je connais pas. Ouais, c'est l'île des esprits. Alors, ça, ce que c'est comme jeu, c'est un jeu, tu es sur une île, tu joues en coop contre le jeu. Le jeu, lui, joue des conquistadors qui essayent d'envahir l'île. Puis toi, tu joues en coop avec tes amis, les esprits de l'île qui essayent de repousser les conquistadors. Okay. C'est vraiment nice. Puis là, il y a des esprits qui sont plus genre qui ont plus de pouvoir de feu. Puis il y en a d'autres, c'est la terre. Il y en a d'autres, c'est la mer. Il y en a, c'est des alliés des populations autochtones. Puis il y a comme plein de trucs comme ça. Puis là, je me dis, OK, ouais, attends, on fait un setup genre, OK, premièrement, je veux, je sais pas pourquoi, mais des effets. J'ai pensé à un film. C'est pas une série, okay, c'est un film dans ma tête. Question. C'est bon. Je veux des effets spéciaux et des effets visuels qui y aurait un feeling peut-être un petit peu Avatar. Et je me disais, OK, on pourrait faire des divinités qui sont jouées par différentes. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à des actrices. Je me suis dit, hey, on met. Puis là, j'en ai mis quelques-unes. Les premières auxquelles je pensais, mais ça aurait pu en être d'autres, mais tu sais, genre, je me disais, je sais pas pourquoi j'ai pensé à des filles de Avengers, mais genre, Scarlett Johansson. Genre, mais c'est la divinité du feu, man. Puis Brie Larson, c'est la terre. Okay. Puis là, je me suis mis à penser à, voyons, dans Daredevil, Deborah Ann Woll. Oui. Elle, ça serait genre l'allié des Dahans. Les Dahans, c'est le peuple autochtone, mettons, que tu veux protéger, qui habite sur l'île. Puis, Halle Berry. La mère. Oh. Halle Berry. La mère, ouais, c'est ça. Fait que là, puis là, les fameux pouvoirs, ça peut être, bon, il y en a qui font brûler des villes ou des conquistadors. Mettons, la mer, c'est genre, toutes les tuiles qui sont sur le bord de l'île, elles se font comme envahir par la mer, puis là, la mer reprend des choses, puis les envoie plus loin dans la mer. Bref, fait que je me dis, ouais, ça pourrait être ça. Puis là, je me dis, OK, j'aimerais-tu un petit feeling genre Avengers ou peut-être même Boulevard de la Mort? As-tu déjà vu ça? Ça me dit quelque chose, ce nom-là. De Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Quentin. C'est vraiment un film de vengeance. Genre, c'est des femmes qui se vengent. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Okay. Ouais. Puis là, je me disais, OK, on fait ça. Fait que là, pendant les 2 premiers tiers du film, genre, l'île se fait souiller puis ravagée par les conquistadors. Genre, c'est vraiment fâchant, tu sais. Okay. Puis je me dis, le dernier tiers, c'est juste une grosse revanche sanglante et satisfaisante des divinités. OK. C'est genre, les conquistadors se font ravager, okay, genre. Okay. Je me disais, ça serait cool, j'aimerais ça, genre une espèce de, c'est pas les Assemble de Avengers, mais tu sais, c'est comme, tu sais, cette espèce de la dernière bataille finale, puis là, tout le monde s'assemble, puis t'es comme, oh mon Dieu, j'ai hâte qu'ils frappent dans les méchants, tu sais, il y a quelque chose... Là, les méchants, ils ont leur moustache qui twirl, là, les méchants... Conquistador! C'est ça. Okay. Oui, ça, j'y suis allé un petit peu plus dans quelque chose de un peu plus classique en termes de scénario, par contre, avec Spirit Island. Mais je me suis dit, la revanche... Mais moi, je suis déçu. Ça. Moi, j'aurais aimé ça que tu castes Judi Dench. Dame Judi Dench. Qui jouait M dans les James Bond dans le temps. Oui, ok, ouais. Ok, ouais, j'ai pas pensé à elle. Oui. Qui a je sais plus quel âge, mais je veux la voir comme trancher des têtes. Oui. Je veux voir Judi Dench qui défonce quelqu'un. C'est bon. J'ai pas pensé à ça, mais ouais. Et puis elle aurait une bonne face pour une divinité, esti. Judi Dench. Ben oui, je la prends. Je la prends. Bon, je sais pas qui je remplace, là, mais on fait le casting bientôt. Ouais, c'est bon. On prend juste Judi Dench, puis on le fait faire tous les jours. C'est ça.
Ah oui, elle fait toutes les divinités. C'est bon. Mais c'est cool. Cher. J'en ai un qui est une blague, puis j'en ai un qui Moi aussi. Qui est vrai. J'en ai un qui est une blague. Gardons nos blagues pour la fin. Ouais. Je vais essayer de l'expliquer parce que c'est pas simple, mais le jeu s'appelle Betrayal at House on the Hill. OK, donc la trahison à Maison sur la colline. C'est un jeu où tous les joueurs, au début du jeu, se promènent dans une genre de maison qui a l'air d'une maison hantée. Ils se promènent là-dedans. Ils font des trucs, ils ramassent des objets, ils bougent des choses, ils ouvrent des portes, jusqu'à ce qu'un élément déclencheur se produise. Cet élément déclencheur-là, dépendamment de qui le produit, les joueurs se mettent à regarder dans un manuel et ça starte un scénario. Ça part un scénario, disons scénario numéro 71. Et là, la personne qui a déclenché le scénario devient le méchant. Mais à la base, tu sais pas ça va être qui le méchant. Puis à la base, toi, tu te dis, non, je suis qu'un simple personnage innocent. Mais là, tu viens, disons, d'ingérer le hot dog mystique. Je dis n'importe quoi, c'est des trucs beaucoup plus imaginatifs et moins cons que ça. Mais tu viens d'ingérer le hot dog mystique et donc tu te transformes en Zoul, le dieu vengeur de je sais pas quoi. Puis là, tu dois tuer tous les autres joueurs. Bref, la façon dont ça fonctionne, c'est que le joueur qui est le méchant prend son manuel, va dans une pièce loin dans la maison, puis réellement, là, tu vas lire c'est quoi ton scénario en tant que méchant, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu sais et comment tu peux gagner. Et les autres joueurs, pendant ce temps-là, prennent leur autre livre, regardent leur scénario et regardent comment ils doivent gagner ou survivre ou peu importe. Puis là, après, quand tout le monde est prêt, le jeu commence. Puis là, chacun essaye de faire ses trucs. Puis là, clairement, souvent, le méchant a plus de pouvoir que les autres, plus de possibilités. Puis les autres essayent plus de survivre qu'autre chose. Mais ça reste intéressant comme concept. Moi, je me disais, une série un peu... J'avais Black Mirror en tête, mais pas vraiment. Au début, je me disais un peu Black Mirror, un peu des histoires d'horreur qui n'ont pas de sens l'une entre l'autre. Mais je backtrack de ça, puis je décide que non, ça se passe toujours à la même place. Ça se passe à une place qui n'a pas nécessairement l'air hantée, mais que plus la série va progresser, puis j'irai avec série limitée, une seule saison. Sinon, on va manquer d'imagination. Déjà, j'en manque avec le hot dog enchanté. Bon. Le hot dog mythique. Plus tu avances dans cette série-là, plus tu te rends compte de trucs que tu peux, si tu regardes les épisodes précédents, ensuite tu peux tu peux commencer à comprendre des choses. Puis à chaque épisode, c'est des acteurs différents parce que c'est des personnages différents. Parce que, ou tu peux peut-être en ramener un ou deux une fois de temps en temps selon comment l'histoire se produit, mais c'est toujours au même endroit. Ah, j'aime ça. Puis, plus ça avance, pire c'est. Et on tombe dans l'horreur. C'est bon, ça. Donc, Ouais. Ah, j'aime ça, c'est bon. Encore une fois. C'est bon, fait que là, une saison limitée. Ouais. Ouais. Puis tu sais, tu y vas avec un cast intéressant. Là. Je veux dire, je mettrais pas Judi Dench tu ferais quand même un fil narratif qui se tient. Il y aurait quelque chose. OK. Tu sais, disons que je prends Stranger Things comme comparaison. Ça sera pas une bonne comparaison, mais c'est pas grave. Disons que je prends Stranger Things comme comparaison. Il y a des trucs qu'une fois dans la saison 4 ou 5, tu te rends compte que... je dis 5, c'est pas encore sorti, là, mais 3 ou 4, tu te rends compte que, dans la première saison, il y avait des liens à faire, il y avait des trucs comme ça. OK, mais tu te rends compte souvent que ils ont extrapolé quelque chose, puis c'est pas vrai que c'était nécessairement prévu. Mais dans une série limitée comme ça, tu peux prendre le temps de ficeler, reficeler, mettre des indices, mettre des trucs comme ça, puis avoir quelque chose de solide. Sans avoir la crainte de ne pas te faire renouveler l'année suivante. Oui. Puis au pire, si tu te fais renouveler, tu fais ça dans un autre lieu avec d'autres trucs, puis tu as un reboot complet. Tu repars ça. Puis en fait, c'est ça la beauté d'ailleurs en passant de Love, Death and Robots puis de Black Mirror. Ouais. C'est qu'au pire, s'ils sont pas rebootés, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, c'est des histoires self-contained dans chacun des épisodes. Fait que, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Juste l'aspect un peu random, que tu sais pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose de fun.
Intéressant. Fait que là, on passe à nos blagues. Oui. Ben, une blague, c'est pas vraiment une blague, mais je me suis juste dit, en pensant au concept, je me suis dit, c'est simple, ça va nous faire penser à de quoi qui existe déjà, puis ouais, je vais y aller avec ça. Fait que là, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Saboteur, que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, parce que je l'avais quand j'étais en France, puis que j'y jouais surtout avec mes amis et ma famille, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une partie de Saboteur. Mais il y avait quelque chose que j'aimais dans ce jeu-là quand même. C'était un peu un genre de jeu... un petit peu comme Bang ou Wanted, là. Tu sais, t'as des genres de rôles cachés, puis là, il y en a qui sont pour le bien de la mission, ou de je ne sais quoi, puis il y en a d'autres qui sont contre toi. Mais c'est un petit peu plus... c'est pas exactement ça, le but de la mission. Fait que là, t'es des mineurs, t'es des nains qui sont dans une mine. Tu pars d'un endroit, d'une tuile, puis tu dois te rendre, je pense, à la sortie, me semble. Fait qu'il faut que tu fasses un chemin, que tu construises un chemin jusqu'à la sortie. Puis là, tu vas placer des tuiles, fait que t'as vraiment comme juste une petite carte tuile de départ, puis une autre carte beaucoup plus loin. Okay, puis d'ailleurs, en passant, les tuiles que tu places, ça fait penser au jeu Labyrinthe. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, tu sais, bref, ce fameux jeu-là sur lequel t'avais plein de tuiles fixes, puis là, tu pouvais en intercaler qui étaient mobiles. Bref. Mais c'est pas de Labyrinthe que je parle, c'est de Saboteur. Puis dans Saboteur, le but, de tous les nains au début, c'est on doit se rendre à la sortie le plus vite possible parce qu'on a un temps limité pour s'y rendre. Après ça, c'est fini, on est enfermé dans la mine. Mais il y en a qui ont des rôles cachés. Puis les rôles cachés, ça peut être de faire péter des tunnels. Je veux dire, c'est pas ça le rôle caché, mais je veux dire, c'est... Clairement, tu veux pas que les nains réussissent leur mission, fait que là, tu veux juste comme faire péter un tunnel, ou bien tu fais prendre un embranchement qui a pas rapport, mais tu peux essayer de faire croire que j'avais juste ça dans mon jeu. Tu sais, fait que le genre de jeu où tu fais du mensonge un peu comme ça. Je me disais, je pense que dans une série style Squid Game, me semble ça pourrait être cool. Je pensais que t'allais aller direction Hercule Poirot, mais version nain dans une mine. Ça aurait pu être ça. C'est bon aussi. J'aime ça. Hercule Poirot à la Squid Game. Squid Poirot. Squid Poirot. Allez, prends tes pioches. C'est ça, en tout cas. Mais j'ai pensé à ça, je me suis dit, ça pourrait être un truc à la Squid Game où il y a du monde qui se trahissent pendant des... Mais c'est pas des jeux exactement, là, c'est essayer d'avancer, mais il pourrait y avoir des épreuves, puis ok. Ouais. Fait que c'était ça mon petit concept un peu funky, mettons. Cool. Ouais. Le dernier, c'est juste, je me suis dit, le jeu Opération. C'est juste ça. Opération. C'est juste ce film d'horreur. Opération, c'est t'as des petites pinces métalliques. Il y a un bonhomme. Ah oui, je sais. Et là, tu dois enlever son fémur sans toucher le contour. Il a le nez qui allume, puis ça fait bzzz. Exactement. Ouais, ça fait bzzz. Je jouais à Cyberpunk. J'ai vu le gars qui a une grenade à la place du nez. J'ai pensé au sujet, je me suis dit, OK. On fait un genre de ça. Mais version opération, puis là, c'est comme tu dois enlever le tibia, sinon la personne explose. Puis c'est comme j'ai déjà enlevé le cœur puis les intestins, il est déjà mort anyway, mais c'est pas grave, puis là t'enlèves le tibia, puis là t'accroches le bord. Pourrait y avoir, il pourrait y avoir un genre de concept, tu sais les genres de trucs où il y a des gens qui ont pas le choix de faire des choses parce que sinon ils vont perdre genre leur famille ou je sais pas trop quoi là. Tu pourrais comme rajouter un peu ce concept-là pour comme étirer ça sous forme de film ou série ou peu importe là. Absolument. Ouais. Mais j'irais avec des films parce que ce serait cheap. C'est plus facile de garder ça simple. Exact. C'est comme Ouija Shark. Écoute, c'est ça. Ouija Shark. Mais c'est tout. C'est bon. Il y avait les astronautes aussi. Il y avait Potomax qui nous a dit la réponse évidente, c'est de faire un drame historique de 4h12 sur Champ d'honneur. Champ d'honneur, jeu qu'on a déjà mentionné par le passé, qui est d'une complexité et d'une longueur infinie. Mais oui, mais on pourrait faire oui, ça pourrait être intéressant. je connais des gens qui regarderaient ce film-là, absolument. Ouais. On a JP alias Goof qui a nommé Sight aussi. Et il a nommé 3 autres jeux Anachrony,
C'est dans un futur post-apocalyptique du 26e siècle où la Terre a été dévastée par une catastrophe connue sous le nom de Jour de la Purge. L'humanité s'est regroupée en 4 idéologies rivales qui exploitent des voyages temporels pour reconstruire la civilisation. Alors qu'une nouvelle apocalypse menace, ces factions utilisent les failles temporelles pour emprunter des ressources du futur et tenter de prendre le contrôle de la destinée humaine. J'avoue que ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait vraiment un cool film. Malade. Cool hey, j'ai donc bien envie d'essayer ce jeu-là juste à entendre la description. Exact. Moi, je veux voir le film. Oui, on veut voir le film aussi. Oui, tout à fait. Il a parlé de Gloomhaven. Oui, que j'ai beaucoup joué. Alors, ça, le pire, c'est que j'y ai pensé. Je me suis dit, ça pourrait être du très bon stock. Mais là, tu t'embarques un peu comme Game of Thrones dans beaucoup de saisons. Parce que c'est un jeu qui a énormément de quêtes successives. Tu sais, mettons, tu joues à, je pense, c'est quoi? C'est 4? En tout cas, nous, on avait joué à 4 à ce jeu-là. Puis je pense qu'on avait joué en plus à la Digital Edition, puis on s'était rendu à un genre de peut-être 55-60 quests de fait tous ensemble. Puis c'est quand même long des quests là, tu sais, c'est des missions, des donjons à chaque fois quasiment là. Puis on n'avait pas fini encore, puis on a arrêté un peu parce que c'était long. Mais ouais, il y aurait du stock, il y aurait du méchant bon stock pour ça. Pour décrire aux gens, pour ceux qui y ont jamais joué. Dans un monde sombre et impitoyable où la magie, les ruines anciennes et les conflits de factions se mêlent, des mercenaires venus d'horizons variés unissent leurs forces pour survivre, s'enrichir et influencer le destin de la ville de Gloomhaven et de ses environs. Chaque choix modifie durablement le monde, faisant évoluer une campagne où alliance, trahison et découverte façonnent un récit unique. Tout à fait. Donc ça, c'était Gloomhaven. Et le dernier, c'est Pax Pamir. Ne connais pas. Dans l'Afghanistan du 19e siècle, à l'époque du Great Game, des chefs tribaux locaux manipulent les grandes puissances impériales, l'Empire britannique, la Russie et les vestiges de l'Empire d'Uranie, pour asseoir leur influence, souvent en changeant d'allégeance selon les opportunités. Les joueurs incarnent ces leaders opportunistes luttant pour le pouvoir dans un pays pris entre lutte d'influence, alliance fragile et ambition personnelle. C'est bien cool. Ça pourrait être vraiment cool. Vraiment cool. Mais est-ce que c'est historique ou c'est fictif? Je pense que c'est ça, hein, ça sonne historique. Là. Post-Napoléon, Ouais. Ouais. Ah, ça doit être bon, ça. Ouais. Mais tu sais, regarde, ça doit être je le répète, là. JP, qu'est-ce que t'attends pour te partir un channel YouTube? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, JP? Qu'est-ce que tu fous? Ouais. T'es encore en train de nous écouter? Arrête ça! Arrête d'être notre fan numéro 1. Hey, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode, ma foi, très cool épisode. C'était vraiment nice. Oui. Si vous désirez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, abonnez-vous. Je le dis à chaque fois, abonnez-vous. Ça change beaucoup de choses pour nous, ça nous aide à convaincre les algorithmes de nous proposer à d'autres utilisateurs, à d'autres auditeurs, voilà. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles, un pouce en l'air, quelque chose, un commentaire. Encore là, même principe. On encourage l'algorithme, on encourage J'adore ça. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des feedbacks. Oui, puis on a un petit site web qui s'appelle j'adoresapodcast.com dans lequel mon cher ami Étienne a mis beaucoup d'amour. Vous pouvez voir tous les liens pertinents pour nous trouver. On est sur pas mal toutes les grandes plateformes qu'on peut connaître pour les podcasts, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Puis on a un Discord, on a parlé de JP, on a parlé de Potomax, on cite toujours nos astronautes. Vous voulez être un astronaute vous aussi, sur j'adoresapodcast.com, vous allez avoir un lien vers notre Discord, juste à joindre à ça et participer à la discussion. On jase de films, on jase de plein de trucs, postez des trucs. Amusez-vous, venez nous faire triper avec nous autres. Yes. Sur ce, tout le monde, on se voit au prochain épisode. Salut Étienne. Bye. J'adore ça. J'adore.